Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans le club Le Figaro Politique avec ce soir trois questions qu'on va se poser, que je vais poser à mes interlocuteurs. La première, c'est savoir, alors que la colère gronde dans les campagnes, est-ce que justement le gouvernement doit redouter cette colère paysanne qui d'ailleurs n'est pas propre à la France, qui existe dans plusieurs pays européens. On se posera question de savoir aussi, 15 jours après son arrivée à Matignon, si le Premier ministre a réussi précisément cette entrée, alors que plusieurs polémiques, c'est comme ça, sont nées depuis 15 jours. Et puis, dernière question, oui, il faut regarder aussi du côté gauche du paysage politique pour savoir si Raphaël Glucksmann, qui n'est pas à proprement parler un professionnel de la question, lui qui veut conduire la liste dite de gauche, une liste de gauche aux élections européennes, est-ce qu'il personnifie une quelconque renaissance de la social-démocratie? C'est la question que nous nous poserons, alors que les sondages ne sont pas mauvais pour lui. Et puis une petite surprise, et oui, vous savez, vous autres, cette année, vous avez pris de nouvelles résolutions. Nous avons ouvert une nouvelle formule pour ce club politique. On demandera à nos interlocuteurs quels sont leurs coups de cœur et leurs coups de griffe de la semaine. C'est parti pour le club Le Figaro Politique. Ce soir avec le directeur de la rédaction du Figaro Magazine, Guillaume Ranquet, bonsoir. Avec Anne Fulda, qui est co-reporter au journal Le Figaro, mais qui est aussi à l'animation d'une belle émission littéraire sur CNews, il faut le dire, tous les jours à... Alors, il y a une double diffusion à 14h30 et minuit, ça s'appelle l'heure des livres. 14h30 et minuit. Minuit pile, voilà, tous les jours sur CNews, avec un invité qui a écrit un livre, un écrivain, voilà, un auteur, un sociologue, un essayiste. Wally Bordas, qui a écrit un livre, justement, qui va sortir au mois d'avril, très bientôt, Wally Bordas du service politique, bonjour, sur les histoires secrètes de l'Assemblée nationale, aux éditions du Rocher. Tout à fait. Je vous en dirai plus en octobre. Je ne peux pas tout raconter pour l'instant, mais effectivement, on va raconter les coulisses de l'Assemblée nationale avec ce qui s'est passé dans sa grande histoire. Alors, et Benjamin Morel, qui est politologue, qui est professeur de droit à l'université Paris 1 Paris 2. Paris 2. Bien joué, je me suis trompé. Guillaume, il faut redouter un peu cette colère des agriculteurs. Oui, je pense que le gouvernement a des raisons d'être inquiet. D'ailleurs, on voit à quel point il prend l'affaire au sérieux. Les représentants des agriculteurs vont être reçus à Matignon. D'abord parce que c'est une profession très organisée et qui peut être un peu virile dans la manifestation de son mécontentement. Les agriculteurs, ils ont des tracteurs, ils ont du lisier qui peuvent déverser devant les préfectures. Donc, il y a ce côté physiquement un peu fort des revendications paysannes. Et puis, il y a un sujet de fond, en fait. Enfin, plutôt, il y en a deux. C'est est-ce que c'est aux agriculteurs de payer la transition écologique ? Et là, pour le coup, on peut comprendre qu'ils soient en colère. On veut leur interdire des intrants chimiques dans leur production. On veut augmenter le prix du fuel dont ils ont besoin. Et eux disent, mais on est déjà étranglés économiquement. Et puis en plus... ils sont étranglés parce qu'avec le retour de l'inflation, la grande distribution, les industries agroalimentaires essaient de serrer toujours plus les prix. Donc, en tout cas, ce n'est pas un sujet médiocre, vous voyez. Il y a des sujets un peu polémiques, un peu ridicules autour de l'enseignement privé ou des choses comme ça. Mais là, on est dans un vrai choix de société. Sujet de fond. La transition, qui doit la payer? Et est-ce que les paysans doivent être, entre guillemets, les victimes de ça? Alors, le gouvernement, Anne, il redoute quoi? Il redoute que ça soit... un nouvel épisode des Gilets jaunes, les Gilets jaunes en Gilets verts. Oui, parce que bien sûr, il y a les Gilets jaunes, il y a eu il y a plus longtemps, il y a eu les bonnets rouges aussi. Enfin, c'était il y a quelques années déjà. Mais évidemment que la crainte,
la crainte la plus terrible, c'est une reproduction des Gilets jaunes, c'est évident. Alors, surtout à cause le contexte aussi est important, parce que vous le disiez, il y a des manifestations dans toute l'Europe, et on est quelque temps avant des élections européennes. Et le risque, c'est que ça mette en avant, parce que c'est ce qui est le cas, c'est-à-dire ce qu'impose l'Europe aux agriculteurs, des normes qui sont insupportables, des procédures kafkaïennes qui sont très compliquées à mettre en œuvre. Donc, évidemment, s'il y a une petite musique anti-européenne qui se développe, des partis comme le Rassemblement national vont évidemment surfer sur la vague. Donc il y a ça aussi qui est pris en compte. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des raisons? Alors on a parlé de l'Europe qui impose des normes qui sont très contraignantes, qui sont kafkaïennes, sa transition écologique, mais est-ce qu'il y a aussi des causes qui sont propres, je dirais, à la politique conduite par le gouvernement? Il y a des causes qui sont propres et d'autant plus que il faut rappeler que même au niveau du Parlement européen, le président de la commission qui est chargé de faire les réformes c'est un Français. Voilà, c'est un Français, c'est Pascal Canfin. Pascal Canfin. C'est un macroniste. Un macroniste, aile gauche, écologiste. Donc on ne peut pas dire que le gouvernement et la majorité actuelle n'a pas la main sur ce qui se passe en Europe, sur l'évolution des normes, etc. Et on voit que le sujet est très pris au sérieux très rapidement. Dans son arrivée dans l'atmosphère médiatique, hein, parce que je trouve que ça fait quand même plusieurs semaines que le sujet est là et qui n'est pas encore mis sur la table. Mais là, il est pris très rapidement. On le voit ce week-end avec Gabriel Attal, le Premier ministre, qui réagit lors de son déplacement. On le voit dimanche au grand jury, Le Figaro, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, qui annonce que la loi sur l'installation des jeunes agriculteurs va être repoussée de quelques semaines. Elle devait être présentée ce mercredi en Conseil des ministres pour justement intégrer les nouvelles revendications en termes de normes. Donc effectivement, il y a une vraie crainte. Et le gouvernement, voilà, je reprends les mots de Marc Fesneau, il dit, je reformule, hein, parce que je n'ai pas les termes exacts, mais il dit il ne faut pas en quelque sorte, il met en cause l'Europe. Il dit il ne faut pas se laisser dicter les nouvelles normes par l'Europe, et si on peut les contourner, on le fera. Voilà, je caricature ce qu'il dit, mais il a vraiment dit ça. Donc concrètement, il y a une vraie montée en pression du gouvernement sur ce sujet-là, et on sent que contrairement aux Gilets jaunes, ils n'ont pas envie de passer à côté de ce sujet. D'accord. Ça représente une population qui, évidemment, diminue comme peau de chagrin, le monde agricole. Néanmoins, à chaque fois, il y a quand même la crainte que ça dégénère. Hein. Oui, parce que l'enjeu, en réalité, n'est pas directement électoral au sens de que vont faire les agriculteurs lors des élections européennes. L'enjeu, il est en fait double. D'abord, quelle dynamique pour la campagne européenne? Parce qu'on a beaucoup parlé de gilet jaunisation, oui et non. C'est-à-dire que ce qui caractérise les gilets jaunes, c'est l'inorganisation. Il n'y a pas de coordination et les mots d'ordre sont très divers. Ce n'est pas le cas des agriculteurs. Il y a guère de professions plus organisées que le monde agricole. Et donc, quand les agriculteurs se mobilisent, il y a des modes d'action. Ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils veulent et ils savent comment l'obtenir. Donc, si jamais vous rentrez en conflit avec le monde agricole, en effet, vous pouvez avoir des modalités d'action qui peuvent vous détruire un début de campagne européenne avec, et c'est le second point, une forme de bipolarisation dans les têtes qui serait d'un côté une majorité qui vendrait une agriculture désincarnée au nom des impératifs européens, au nom de l'écologie, etc., mépriserait le monde agricole et ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire cette image de la France traditionnelle, etc., et de l'autre une opposition, notamment le Rassemblement national. Les agriculteurs ne sont pas forcément un électorat qui est tout à fait perméable au vote RN, tout bêtement parce que la question européenne est plutôt importante pour eux. Il y a la PAC. C'est plutôt, en règle générale, une sociologie qui vote plutôt LR. Mais malgré tout, derrière, il y a toute la ruralité qui peut s'identifier au mouvement et qui, là, peut être charmée par le discours de Jordan Bardella. Il y a une partie également des urbains qui peuvent considérer que, là, il y a une défense des traditions au fond et que donc, ce faisant, il y a une solidarité nécessaire. Et c'est ça le danger, en réalité. Beaucoup plus que sur le monde agricole en lui-même pour le gouvernement, c'est d'un côté le blocage et de l'autre la symbolique qui est charriée par ça. Et ça, évidemment, commencer une campagne européenne là-dessus, c'est très négatif. Ouais. Je pense qu'effectivement, même s'il était étroit, il y a un chemin pour le gouvernement. Parce que, vous l'avez très bien dit, la différence avec les Gilets jaunes, c'est que c'était un mouvement, les Gilets jaunes, complètement diffus. On avait du mal à savoir ce qu'ils voulaient.
Première caractéristique et première différence. Seconde caractéristique et seconde différence, il n'y avait pas de chef. Oui. Or, les agriculteurs, c'est un peu comme les militaires, ils sont très organisés, ils ont le respect des chefs, il y a des syndicats qui pèsent très lourd, et donc ça veut dire que le gouvernement, il va avoir en face de lui des interlocuteurs et un calendrier de revendication. Donc s'il le souhaite, il peut y répondre. Alors, ça va nous coûter un peu cher, sans doute, parce que c'est comme ça que ça va se terminer. Mais après tout, on est déjà tellement endetté qu'on est peut-être plus à ça près. En tout cas, à mon avis, il y a une négociation possible. Et je pense qu'Emmanuel Macron va donner à Gabriel Attal les moyens de répondre à cette colère. Alors, il y a une chose aussi qui est assez étonnante, c'est qu'on parle, enfin, qui n'est pas étonnante, mais qu'il faut quand même constater, c'est qu'on parle de la transition écologique, qui évidemment n'est pas simple pour eux, mais il y a aussi le fait qu'il y a une évolution des comportements des consommateurs. On se nourrit plus de la même façon aussi. Hein. On se nourrit de façon peut-être plus écologique, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on consomme moins de viande, on consomme plus de fruits et légumes, enfin, je ne sais pas. Mais il y a ça aussi qui change aussi beaucoup. Et pour eux, c'est compliqué. Ben, c'est compliqué, mais ce qui est compliqué, enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une tendance générale à une moindre consommation de viande, mais le plus compliqué pour eux, c'est d'appliquer ce qu'on évoquait tout à l'heure, les normes, les nouvelles normes écologiques. C'est ça qui est environnemental, c'est ça qui est compliqué pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, j'entendais notre journaliste qui est spécialiste de l'agriculture, qui m'expliquait tout à l'heure, Éric de la Chênaie, que par exemple, pour vider un fossé avec des branchages, il faut une autorisation particulière à la direction départementale parce que c'est, je ne sais plus quel animal qui a besoin de ces branchages pour s'y réfugier et que donc c'est une atteinte à la nature. Non, c'est pas des oiseaux, c'est des... D'accord. Okay. Mais enfin, bon, donc, il y a beaucoup de contraintes qui sont ahurissantes qu'on n'imagine pas, sans compter la paperasserie. Donc, évidemment, il faut compter avec ça. Et je pense qu'il faut aussi compter avec quelque chose qui était pas mal décrit par Houellebecq. En fait, je reviens dans Sérotonine, là, son livre qui est paru en 2018, 2019, qui parlait beaucoup du malaise paysan. C'est-à-dire que c'est un fait. Symboliquement, c'est pas rien. C'est-à-dire que les jeunes vont de moins en moins vers l'agriculture. Ouais. Il y a un taux de suicide qui est extrêmement important chez les agriculteurs. Ça continue à être une des professions où il y a le plus de suicides. Et ça, laisser tomber ce pan de l'économie qui est symboliquement très important, c'est pas neutre, surtout par un pouvoir qui a une image très urbaine. Techno. Là, quand on voit techno-urbaine, c'est quand il est arrivé, Macron, c'était un peu le monde de la start-up nation. Donc, il y a ça aussi qui joue, et je pense qu'il faut prendre en compte, surtout que là, pour l'instant, je crois que les Français ont une certaine sympathie pour on n'en est qu'au début, pour le mouvement agricole. Mmh. Et ils sont armés, et Marc Fesneau est le bon interlocuteur, le ministre de l'Agriculture. Il connaît son sujet. Oui, voilà, il connaît très bien son sujet. Ce n'est pas un nouveau ministre de l'Agriculture. C'est l'un des ministres qui a été finalement reconduit à son poste puisqu'il avait donné satisfaction. Il y avait déjà dans la réforme actuelle là, qu'ils ont repoussé des mesures assez fortes, justement, avec par exemple la création d'un nouveau diplôme Bac+3 pour les jeunes agriculteurs, la mise en place d'une entité régionale pour que les nouveaux agriculteurs qui veulent s'installer puissent avoir un interlocuteur, puissent être vraiment centralisés. Et là, effectivement, le fait qu'il repousse ce projet de loi, alors je ne sais pas si c'est totalement une bonne chose que ce soit de quelques semaines, puisque généralement, il faut répondre politiquement assez vite quand il y a une crise de cette manière, mais en tout cas, oui, c'est quelqu'un qui connaît le sujet, qui a des liens quand même assez bons avec justement les syndicats, avec les différents acteurs de l'agriculture. Là, on a Gabriel Attal qui les reçoit aujourd'hui. Effectivement, je pense, comme le disait Guillaume Rouquette tout à l'heure, qu'il y a un chemin. Il y a un chemin. Est-ce que, si on regarde bien les agriculteurs, finalement, ils ont beaucoup profité de la politique agricole commune. Alors, donc, dire qu'ils sont hostiles à l'Europe, c'est pas complètement vrai non plus, parce qu'ils reçoivent beaucoup d'argent de l'Europe. Alors non, ils ne sont pas en effet hostiles à l'Europe. On est sur une profession qui est plutôt européenne, mais une profession qui en même temps a des raisons de s'inquiéter à la fois de l'évolution de la PAC
Et je rappelle que quand même l'agriculture française va pas très très bien ces dernières années. On s'est fait doubler par les Allemands depuis 2014, ce qui est une sorte de contresens historique par rapport au rapport de force en matière de production. Ils avaient l'industrie, nous avions au moins l'agriculture. Aujourd'hui, nous n'avons plus ni l'une ni l'autre. Donc là, il y a un sujet qui est un sujet à la fois national et européen, alors que la France se bat pied à pied sur la PAC. Et puis ensuite, il y a l'évolution des priorités au niveau européen. Parce que certes, vous avez des fonds structuraux, certes, vous avez une politique agricole commune, mais derrière, vous avez des priorités qui sont données, notamment en matière d'écologie, et vous avez un certain nombre de règles qui sont posées. Le mouvement, vous l'avez évoqué en entrée, il n'est pas franco-français. On voit la Pologne, on voit surtout l'Allemagne. Donc aujourd'hui, vous avez l'ensemble de l'agriculture européenne qui s'interroge sur son avenir, qui plus est dans le cadre d'accords de libre-échange, Mercosur, etc. Et donc il y a une vraie interrogation à avoir au niveau européen, parce que si demain, lors des élections européennes, ce mouvement se cristallise, il faut voir que ça peut fragiliser la coalition actuelle au Parlement européen. Il dit beaucoup qu'il pourrait y avoir une alliance des droites au Parlement européen. Pour des raisons d'équilibre avec le Conseil, c'est en fait assez peu probable, parce qu'il y aurait possiblement des blocages entre les deux grands organes de l'Union européenne. Donc on risque d'avoir difficilement d'options alternatives à l'alliance entre Renew, les Verts, les sociodémocrates européens et le PPE, avec des configurations diverses. Ça implique de ne pas laisser tomber le Green Deal, ça implique de reprendre les mêmes politiques. Comment est-ce qu'on y intègre mieux les agriculteurs et l'objectif de souveraineté agricole au niveau européen? Ça va être un vrai enjeu des prochaines élections. Le Green Deal, qui est le programme de transition écologique de Mme von der Leyen. Alors, pour se demander si le nouveau locataire de Matignon a réussi son arrivée à Matignon, précisément, je vous invite à écouter ce que certains en disent. Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré entrer en politique pour soutenir Ségolène Royal. Vous finissez par recycler les ministres de Nicolas Sarkozy. Ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Vous êtes Premier ministre, mais le monarque républicain gouverne seul. Ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Au prix de toutes les compromissions, vous avez adopté une loi immigration avec les voix et les idées de l'extrême droite. Vous êtes le produit d'une faillite morale et idéologique. Gabriel Attal, comme Premier ministre, sera jugé non pas à ce qu'il aime, à ce qu'il fait et à la politique qu'il conduit. Et de ce point de vue-là, je viens de dire aux Français, malheureusement, que rien ne changera parce que l'équipe ministérielle reste la même autour de lui. Monsieur Darmanin, monsieur Le Maire, monsieur Dupond-Moretti, qui accusent en matière d'immigration et d'insécurité tous les records franchis depuis l'élection d'Emmanuel Macron, et surtout le cap politique restera le même. Le président de la République l'a encore redit. Alors Anne Fulda, est-ce qu'il a réussi son arrivée à Matignon? Écoutez, je dirais plutôt oui. Oui. Même si, c'est vrai que cette arrivée était parasitée par lui qui est le roi de la communication et qui a notamment aussi été choisi par cette expression qu'il a, qui est très directe, intelligible par tous et toutes et qui correspond aux préoccupations du moment. Il y a eu évidemment la tornade Rachida Dati qui, médiatiquement, a quand même un peu Elle n'a pas fait de faux pas encore, elle. Non, elle n'a pas fait de faux pas, mais elle a détourné l'attention. Bon, le faux pas, c'est l'autre souci. C'est évidemment Amélie Oudéa-Castéra. Mais sinon, sur le reste, on peut dire qu'il a plutôt réussi. On ne sait pas s'il va tenir le rythme, ce rythme de déplacement... un déplacement presque par jour, on se demande même si physiquement il va pouvoir tenir la route. Mais en tout cas, en ce qui concerne le message qui a été donné, visiblement il a été assez bien perçu, c'est-à-dire un message de jeunesse, de dynamisme, de vitalité. Après, évidemment, on verra si les résultats suivent, mais concernant l'arrivée, je trouve que c'est plutôt réussi. Alors, Benjamin Morel, il y a un épisode qui va être important, enfin un obstacle qui va être important, c'est ce qui va se passer jeudi. Parce que si le Conseil constitutionnel retoque certaines dispositions de la loi immigration, ça va être compliqué, non? C'est vrai que c'est un épisode, c'est la première épreuve pour le D'après vous, gouvernement. il y aura de la censure? Oui, il y aura de la censure. Ça, c'est à peu près certain qu'il y aura au moins quelques dispositions qui sauteront, voire même beaucoup plus. On sait qu'il y a beaucoup d'éléments qui relèvent plutôt du cavalier législatif. Alors c'est un peu compliqué, mais il faut voir que la loi, normalement... C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire dans cette loi? Théoriquement, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué à comprendre, mais des choses comme les allocations, etc., on pourrait se dire oui, mais ça a quand même un lien direct avec l'immigration, sauf que justement, c'est indirect. Normalement, vous devez avoir quelque chose qui se rattache relativement directement à l'objet de votre loi. Donc ça peut tomber sous le coup du cavalier législatif, et puis ensuite, il y a des questions d'égalité qui peuvent se poser,
sur les questions des allocations également. Il y a certes eu des avancées du Conseil concernant le RMI, mais c'est parce qu'il y avait un lien direct entre la réduction de l'allocation en question et l'objet de cette allocation. Donc on peut avoir des choses, idem sur les quotas. Là, on a un problème de séparation des pouvoirs. Est-ce que le Parlement peut donner des injonctions au gouvernement? Donc vous voyez, il y a tout un tas de raisons, au-delà même des droits et libertés fondamentaux, qui pourraient faire que beaucoup de dispositions sont actuellement sur la sellette et qu'on pourrait avoir une loi radicalement rabougrie à sa sortie du Conseil constitutionnel. Et pour lui, ça sera gênant. Ça sera gênant, mais en même temps, il n'a pas porté symboliquement cette loi. Et cette loi, elle est essentiellement portée par Gérald Darmanin, et elle a été quand même, dans la manière dont elle a été négociée, beaucoup soutenue par l'Élysée. Les CMP quasiment faites en direct avec l'Élysée et Matignon. Commission mixte paritaire. C'est une première dans l'histoire du Parlement, et donc ça faisait un tout petit peu bizarre, mais lui était au ministère de l'Éducation nationale, et donc il n'est pas directement en première ligne sur ce sujet, mais évidemment, ça va être un point d'affaiblissement, d'autant que ce gouvernement, il permet en effet de rajeunir l'image du gouvernement, de lancer une dynamique vers les européennes. On verra ce que ça donne. Mais en revanche, il a pour l'instant une conséquence, c'est qu'il fragilise la majorité. Il met Renaissance en porte-à-faux avec Horizon et le Modem, et surtout avec son aile gauche. Et là, vous avez plusieurs députés qui n'étaient pas très contents de la loi immigration, qui l'ont quand même voté pour certains à reculons, d'autres ne l'ont pas voté, et qui ne sont pas du tout contents de la composition du gouvernement. Si jamais la décision du Conseil constitutionnel est très dure, eh bien ça veut dire que là-dessus, le gouvernement sera réputé à leurs yeux avoir franchi un peu la ligne rouge, et donc ça risque de cristalliser un peu plus les tensions. Donc en effet, c'est pas un très bon début pour Gabriel Attal, mais c'était le choix d'Emmanuel Macron de vouloir remanier très tôt, avant cette décision du Conseil constitutionnel. Donc c'est un risque qu'il a pris, qu'il va assumer. Et tout cela, quelques jours avant son discours de politique générale. Oui, absolument, qui va être... Ce sera le 30, je crois. Oui, c'est vrai, c'est ça, pardon, et qui sera a priori pas suivi d'un vote de confiance. Ouais, c'est intéressant. Mais je pense que Gabriel Attal, il continue à avoir la main, parce que... en fait, si le Conseil constitutionnel retoque de façon plus ou moins substantielle la loi sur l'immigration, ça va affaiblir encore plus Gérald Darmanin, qui se trouve être l'un de ceux qui était le plus furibond de son arrivée à Matignon. Donc, voir pâlir l'étoile de quelqu'un qui vous veut du mal, c'est jamais mauvais. De la même façon, je trouve que Gabriel Attal n'a pas trop souffert de cette interminable conférence de presse du président de la République, parce que comme Emmanuel Macron, comme ça lui arrive parfois, a parlé très longtemps pour ne pas dire grand-chose, ça n'a pas imprimé dans l'opinion. Et donc, pour en revenir à la déclaration de politique générale, il peut, lui, s'il trouve les bons thèmes, les bons mots, reprendre, marquer à nouveau le pays, comme il a réussi à le faire quand il était ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce qu'il doit dire dans son discours de politique générale? Peut-être donner un cap, parce que c'est vrai que depuis... On n'a pas le cap avec le président de la République, non? Le cap, en tout cas le cap donné par cap à droite. La nomination de ce nouveau gouvernement, c'est un cap de jeunesse, de renouveau, mais où veut-il aller, Gabriel Attal? Là, on voit très bien qu'effectivement, depuis une semaine, il multiplie les déplacements. Dans l'opinion, ça marche plutôt bien. J'ai vu qu'il y avait un sondage Ipsos qu'il donnait à 37% d'opinion favorable, ce qui est mieux que tous les autres premiers ministres de l'ère Macron. Ouais. Donc, en termes de communication, effectivement, ça se passe plutôt pas mal, en dépit de l'affaire Oudéa-Castéra. Maintenant, par exemple, là, ce week-end, dans son déplacement dans le Rhône, sur les agriculteurs, il répond, mais il n'y a pas de réponse précise. Il y a des intentions, mais il n'y a pas d'annonce spécifique. Il s'est fait griller la politesse par Emmanuel Macron et avec sa conférence de presse. La nomination de son nouveau gouvernement, il n'a pas trop eu la main. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, Rachida Dati, ministre de la Culture. C'est pas Gabriel Attal, ça. Donc pour l'instant, est-ce qu'il a la main? Ça, c'est la question. Est-ce que c'est le président de la République qui l'a de manière entière, de manière jupitérienne, si je puis dire? On a envie de savoir effectivement où il veut aller. C'est pareil sur son vote de confiance. Son entourage a fait courir la rumeur pendant quelques jours qu'il pourrait demander la confiance des parlementaires pour au final revenir en arrière et dire qu'il n'y aura pas de ce qui paraissait évident à tout le monde au vu de la majorité relative à l'Assemblée. Donc on veut des mesures concrètes, effectivement, un cap précis. L'affaire Oudéa-Castéra que vous aviez évoquée tout à l'heure, Anne, finalement on arrive à en sortir. C'est
Écoutez, on arrive à en sortir. Oui, enfin, ça va la marquer considérablement. Enfin, dire oui, c'est peut-être plutôt oui. Enfin, on voit bien quand même que. Elle a du mal. Oui, c'est difficile. Et, moi, j'ajouterais juste pour revenir sur le discours d'Attal pour aller dans ce qu'a dit Guillaume, parce qu'il parlait du discours de la conférence de presse un peu longue d'Emmanuel Macron, et tout n'est pas le verbe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les Français attendent surtout l'action, enfin l'action qui suit le verbe. Néanmoins, je pense que le verbe attalien, si je puis dire, compte beaucoup, et notamment en opposition à celui de Macron. C'est vrai que Emmanuel Macron, qui a pu avoir parfois des sorties, des saillies un peu comme celle de la ministre de l'Éducation, d'ailleurs il l'a rappelé, a une espèce de... souvent, il parle des discours interminables et finalement, on ne voit pas très bien où il veut en venir. Attal, lui, il sait très bien. Ça, c'est vraiment, je reviens là-dessus, c'est vraiment le roi de la communication. Bien. Et c'est vrai que quand on regarde ce qu'il a dit ce week-end, alors je disais Sarkozy sort de ce corps, mais c'est vrai qu'il emploie des ficelles et des mots, des codes qui renvoient au langage qu'utilisait Nicolas Sarkozy. Il s'adresse aux classes moyennes, il parle d'autorité, il a parlé de restaurer l'uniforme, d'arrêter la baya. C'est assez intéressant son positionnement. Et je crois que c'est sa grande force. Alors évidemment, il y a un moment où il faudra que ça soit suivi de résultats. Le fait que finalement, il arrive à se distinguer du président de la République. Il arrive à se distinguer du président de la République, en effet, parce qu'il y a malgré tout, même s'il y a une sorte de mimétisme du point de vue de la communication, on a beaucoup dit bébé Macron, etc., mais en effet, la communication est un petit peu différente. Après, le discours de politique générale aura quand même pour objectif, je dirais, de donner un sens global à la politique, parce qu'Emmanuel Macron a répondu à des questions, mais quelle est, au fond... La cohérence. Comment est-ce qu'on hiérarchise les priorités ? Rien n'est tout à fait évident, avec quand même une problématique qui est une problématique majeure, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. C'est le fait de ce quinquennat, que cette majorité, elle était déjà relative. Aujourd'hui, elle est relative et fondamentalement fissurée, et que donc il va arriver avec un discours politique général. Certes, il n'y aura pas de vote après, mais avec probablement quand même des projets, des propositions, et derrière, potentiellement des projets de loi. Comment les faire passer ? Et donc là, il y a une vraie difficulté. Si on écoute Emmanuel Macron, et justement tout ce qui a été manié en termes de symboles, etc., on est essentiellement du niveau réglementaire, voire parfois du niveau de la circulaire. Et donc on voit ce qu'il a fait quand il était ministre de l'Éducation. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a la volonté aujourd'hui d'arriver à quand même marquer les esprits, arriver à marquer les imaginaires, sans forcément passer par des projets de loi, en considérant que le Parlement, c'est secondaire, parce que de toute façon, c'est un terrain miné. Arriver à tenir sur le long terme ça va être un vrai enjeu pour qu'au moins ça tienne jusqu'aux européennes, pour donner le sentiment que, le président n'est pas empêché, que le Premier ministre est un Premier ministre en mouvement, qui est en capacité de sortir le pays de la nasse. C'est à la fois du fond, mais c'est également, surtout et beaucoup de la communication. Alors, on va voir si cette communication, elle est suivie des faits et surtout si elle arrive à persuader les Français. En tous les cas, il y en a un qui communique beaucoup actuellement, qui s'appelle Raphaël Glucksmann, qui est donc un garçon qui a déjà été candidat à l'élection européenne, qui est député européen et qui conduit une liste, on va dire, social-démocrate. Il a créé un club qui s'appelle Place Publique, dans lequel se retrouvent certains socialistes, et les sondages disent qu'il pourrait faire un bon résultat. Il a beaucoup d'ennemis, y compris à gauche, et d'ailleurs, je crois que c'est François Ruffin qui, dès ce matin ou hier, a dit qu'il faisait fausse route. Mais il y en a d'autres aussi qui commentent son action. On va les écouter. C'est ce que nous avons fait lorsque nous avons fait la NUPES. Nous nous sommes réunis autour d'un programme de rupture. Et là où M. Ruffin a raison, c'est de redire que si ce n'est pas autour de ce programme de rupture, ça ne fonctionne pas. Donc le problème est que le Parti socialiste, dont les députés ont été élus sur ce programme de rupture, aujourd'hui ne souhaite plus respecter ce programme. C'est autour de ce programme que se reconstruit notamment l'alternative politique au monde de malheur d'Emmanuel Macron et de son assurance-vie, Madame Le Pen. Raphaël Glucksmann, qui attire même José Bové dans ses rangs, par exemple, ex-candidat à la présidentielle, montre bien que les écologistes n'ont pas l'apanage de l'écologie et que vous n'êtes pas ceux qui récoltent le plus de voix forcément à la fin. Écoutez, on verra à la fin. On verra. Vous savez, il y a 5 ans, il y a 5 ans, on me disait la même chose. Il n'y a aucun scénario où vous vous rangez sous la bannière des socialistes ? Ah non. Aucun. Non, je ne crois pas.
Oui, alors effectivement, il y a certains ralliements. José Bové, qui est Europe Écologie Les Verts et qui rejoint donc, semble-t-il, Glucksmann. Il a aussi des intellectuels. Jacques Attali, il a Alain Minc, je crois aussi, qui a dit tout le bien qu'il pensait de lui. Wally, est-ce qu'il a un ton nouveau? Est-ce que effectivement c'est, je dirais, une incarnation qui peut faire renaître un peu la social-démocratie? Il jouit en tout cas d'une petite hype en ce moment. Les sondages, les sondages qu'il donne à un petit peu plus de 10%. 10-12%. D'intention de vote. Effectivement, l'écroulement de la France insoumise et de la NUPES, particulièrement en fin d'année dernière, avec le conflit Hamas-Israël, a joué en faveur des socialistes, très clairement. La droitisation du gouvernement avec la nomination de personnalités de droite, le vote de la loi immigration, favorise aussi le retour un petit peu, la petite forme, on va dire, de cette gauche un peu plus modérée que les outrances insoumises qu'on a pu voir ces dernières semaines. Est-ce que c'est Raphaël Glucksmann lui-même qui est une personnalité qui touche les Français? Je dois avoir certains doutes et certaines réticences. On voit dans les sondages de popularité qu'il n'est quand même pas très connu des Français. Finalement, il a énormément de followers sur Instagram. La plupart sont des jeunes, effectivement, mais surtout des jeunes de milieux assez intellectuels, des bobos, des bobos, des étudiants en sciences politiques, etc. Donc finalement, est-ce qu'il va les faire ces 10%? C'est pas certain. Et est-ce que c'est lui qui va les faire, ou est-ce que c'est plutôt le Parti socialiste avec qui il a un accord pour ces européennes? Voilà, ça c'est une autre question. Alors Guillaume, on entend ici ou là que justement Jean-Luc Mélenchon pourrait s'engager dans la bataille. Oui, effectivement, parce qu'il voit bien que cette alliance ne peut pas... Cette alliance de toutes les gauches, qui avait été un succès aux dernières élections législatives, ne peut pas se reproduire, parce que la fracturation idéologique entre cette gauche réformiste incarnée par Glucksmann et les outrances de la France insoumise, notamment sur le conflit effectivement Israël-Gaza, fait que il faut que chacun doit s'exprimer. Et Jean-Luc Mélenchon, dont l'étoile pâlit, se dit que peut-être ce serait un moyen, les Européennes, de montrer qu'il est toujours dans la course. Ouais. Ce serait pas une bonne nouvelle pour Glucksmann, parce que ce serait la cible première, privilégiée de Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Et puis, pour ce qui est de Raphaël Glucksmann, je pense que pour l'instant, c'est surtout un phénomène médiatique. Donc, oui, il a objectivement un espace politique, parce que, en gros, Macron part vers la droite et la France insoumise est tellement à l'extrême gauche qu'il y a peut-être quelque chose. Sauf que, vous savez, c'est un peu comme au tennis. Vous pouvez être en fond de court ou bien au filet, mais être au milieu, c'est terrible, vous ratez toutes les balles. Et Raphaël Glucksmann, comme les Républicains d'ailleurs, on en revient toujours au même sujet, il est dans un entre-deux, entre le centrisme chimiquement pur, qui est au pouvoir aujourd'hui avec Emmanuel Macron et Gabriel Attal, et une gauche vindicative, assez largement d'ailleurs hostile à l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc est-ce que Glucksmann peut avoir une voix audible face à ces deux blocs-là? J'en suis pas certain, moi. Oui, Anne? Moi, je ne suis pas convaincue. Enfin, je demande à voir. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire que sociologiquement, du point de vue, il a le même profil qu'un, a priori, comme ça vu de loin, un Attal, Bardella. C'est une sorte de, il incarne une forme de renouvellement, de rajeunissement. Oui. Après, c'est aussi un jeune politique, c'est-à-dire qu'il n'a pas la bouteille politique, par exemple, d'un Attal ou d'un Bardella. Ouais. C'est un vrai politique. Ouais. Il s'est présenté en 2019. Ça n'a pas été un franc succès. Alors, aujourd'hui, on voit qu'il a pris un peu de poids, mais alors ça peut être un avantage de ne pas être un politique. Mais certains lui reprochent justement ce côté, cet intellectuel qui s'est plus jusqu'alors illustré dans des combats qui étaient hors de France, en fait, pas récemment, la Géorgie, notamment. La Géorgie, la défense des libertés publiques, etc. Donc, il n'est pas identifié à grand-chose concernant les idées en France. Donc, il a quand même encore un travail à faire. Donc,
c'est sûr, il y a une voie, ce que disait Guillaume, il y a une voie pour ceux qui ne veulent pas de Mélenchon et ceux qui sont déçus, ceux qui étaient à gauche, qui sont déçus par la droitisation de Macron. Enfin, il y a encore du travail, quand même. Benjamin Morel? Ouais, je suis très sceptique pour 2 raisons. En réalité, l'électorat, c'est pas un gâteau qui est fixe. Ouais. C'est-à-dire que selon vos élections, votre gâteau se rétrécit ou s'élargit. Et sur une élection européenne, vous avez un gâteau plus petit parce qu'en réalité, tout bêtement, il y a beaucoup d'abstention. Ouais. Et qui va voter? Essentiellement, beaucoup des CSP+, et plus vous montez également dans la pyramide des âges. Donc ça favorise mécaniquement plusieurs électorats, notamment l'électorat ELV, l'électorat de centre-gauche. Donc c'est l'élection difficile pour la FI, très facile pour ELV et pour une candidature dynamique de centre-gauche, ce qu'incarne Raphaël Glucksmann. Donc il est assez normal qu'il fasse plutôt un bon score et que ce faisant, il arrive à exister et à surnager. De l'autre côté, en revanche, il ne résout pas le grand problème de la gauche aujourd'hui, qui est de faire justement sortir la gauche d'une forme de carcan sociologique de CSP+, de centre-ville, jeunes, urbains, bobos. Cet électorat-là, il est à gauche. Et donc, ce faisant, il n'y a pas besoin de le gagner. À partir de là, vous avez 2 options. Soit vous allez surmobiliser dans les banlieues. Stratégie Mélenchon. A priori, ce n'est pas une option pour Raphaël Glucksmann. Soit vous allez chercher, stratégie Ruffin, l'électorat qui pourrait être tenté par Marine Le Pen, qui pourrait avoir une forme de porosité avec l'abstention ou avec le RN, un électorat populaire qui souffre de la mondialisation. Raphaël Glucksmann n'est pas le premier qui parle à cet électorat, et c'est toutes les critiques posées par aujourd'hui Ruffin. Donc, d'une certaine façon, Raphaël Glucksmann, c'est un bon élément pour ce type d'élection, mais il n'offre absolument pas les clés de la sortie du purgatoire pour la gauche française. Oui. Et Wally, vous êtes d'accord? Ça me paraît être une bonne analyse. Ce qui est intéressant, quand même, pour Raphaël Glucksmann, qu'on n'a pas épargné là, depuis tout à l'heure, c'est qu'il a travaillé. Depuis 5 ans, il est député européen, il commence à connaître ces sujets. Il a déjà une campagne dans les pattes. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que finalement, quasiment toutes les forces politiques ont reconduit leurs candidats de 2019, même quand ils avaient fait des mauvais scores. C'est le cas de François-Xavier Bellamy pour LR, c'est le cas de Jordan Bardella, ça va peut-être être le cas de Manon Aubry, sauf si Jean-Luc Mélenchon rentre dans la danse. Donc ça, c'est à mettre au crédit de Raphaël Glucksmann. C'est quelqu'un qui a travaillé ce sujet au niveau européen, qui, je crois, j'ai vu des statistiques, a fait preuve d'un relatif... il a été présent, il a déposé des amendements, il a travaillé ces sujets. Donc voilà, il a quand même des qualités pour lui. À faire valoir. Voilà. Ouais, d'accord. Alors, on va ouvrir une nouvelle séquence dans ce club politique, si vous voulez bien. Donc, qui n'est pas très original, ça existe. Donc, chacun de vous va nous donner son coup de cœur de la semaine et son coup de griffe. Alors, peut-être qu'on va commencer par le coup de griffe, d'ailleurs, et puis on va commencer par le salé, on va finir par le sucré. On va commencer avec vous, Anne. Donc, vous avez décidé pour le coup de griffe. Alors, pour le coup de griffe, en fait, c'est un peu générique. Ouais. C'est le manque de réaction d'intellectuels de gauche pour défendre Sylvain Tesson. Alors, Sylvain Tesson, qui a été le parrain du Printemps des Poètes. Le parrain du Printemps des Poètes. Et il y a eu une pétition signée par 1200 personnes. Pas très connues. Peu connues, mais enfin... qui remettait en cause ce choix, notamment en raison de son positionnement politique qui serait proche de l'extrême droite. Disent-ils. Ce qui est pour le moins assez outrancier comme position. Donc, et ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, en dehors de Jack Lang, effectivement, qui l'a défendu, qui a pris la défense de Sylvain Tesson. On voit dans ces personnalités de la gauche intellectuelle qu'on voyait à un moment gesticuler, qu'on voit toujours pour un oui ou pour un non, là, pour la plupart, reste silencieuse. Ouais. Votre coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, c'est le retour de la politique, d'une certaine façon, avec la nomination de Rachida Dati. Le retour de la politique et de la transgression. Et là, d'une certaine façon, c'est un peu relié aussi à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi une réponse suite à l'agacement évident qu'a eu Emmanuel Macron suite aux prises de position des artistes,
de façon générale, concernant l'affaire Depardieu, c'est-à-dire qu'ils l'ont condamné avant qu'il y ait un jugement, même s'il y a des choses répréhensibles, elles doivent l'être, ou également concernant l'affaire Tesson. Et ce choix de Rachida Dati, qui est une manière un peu de faire de faire la nique à ce milieu-là et de jouer un coup de poker politique, j'ai trouvé que c'était plutôt bien vu. Et ce positionnement de la culture pour tous, on verra s'il sera suivi des faits, est plutôt malin. Vous trouvez que le fait qu'elle ait été nommée à ce poste-là, Rachida Dati, c'était un moyen aussi pour le président de la République de foutre un coup de pied dans la fourmilière du monde culturel qui est souvent à gauche, hein, enfin. Voilà, qui est souvent à gauche et qui est souvent qui est tenté par les sirènes du wokisme aussi depuis peu. Voilà. Donc donc j'ai trouvé que c'était plutôt assez réjouissant et ça rappelait un petit peu, je crois que c'est ce qu'écrivait Gisbert quand Sarkozy avait choisi de nommer, enfin que ça soit Rachida Dati qui soit candidat dans le 7e, il avait fait en sorte. Là aussi, c'était une manière, le 7e. Quartier bourgeois, machin, voilà. C'est un peu le retour de la politique, pas carrément, oui. Le retour de la politique et un peu de la transgression. Voilà. Vous êtes d'accord, Guillaume? Alors, je suis... Vous êtes d'accord, hein, vous êtes invité à réagir. Hein. Alors, je ne suis pas complètement d'accord parce que... Enfin, je ne voudrais pas accélérer votre manœuvre, mais moi, je reprocherais plutôt à Rachida Dati de ne pas avoir pris position plus tôt et plus fermement en défense de Sylvain Tesson. Et c'est pour ça que mon coup de cœur, puisque vous ne me le demandez pas, je vous le donne. Mon coup de cœur... Vous commencez par le cœur. Une fois n'est pas coutume, c'est Jack Lang. Parce que vous savez que l'inoubliable Jack Lang est le fondateur du Printemps des poètes. Et alors là, il a eu ce message sur X, ex-Twitter, que j'ai trouvé absolument impérial. Créateur du Printemps des poètes, je m'insurge avec force et indignation contre la campagne imbécile menée à l'égard de Sylvain Tesson. Un tel crétinisme est une insulte à la poésie qui, par excellence, est libre et sans frontières. Et bien moi, j'aurais aimé que Rachida Dati prenne position aussi fermement. Je n'ai pas dit que j'admirais ses prises de position après. J'ai dit que c'était le coup politique de l'avoir nommé. Ça, c'est certain. C'est certain. De Rachida Dati à Jack Lang, c'est vrai que ce sont deux figures aussi qu'on pourrait presque mettre sur une cheminée qui représentent la Ve République. Peut-être aussi que la réaction de Jack Lang est d'autant plus forte qu'il a vu avec un certain déplaisir une ministre de la Culture aussi populaire et aussi médiatique que lui. Et il s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette personne qui vient faire de l'ombre à la statue du commandeur? Bientôt, on dira, il y a eu Malraux, Lang et Rachida. Rachida Dati. Alors, votre coup de griffe. Alors, mon coup de griffe, c'est un autre membre du gouvernement, c'est Bruno Le Maire. Parce qu'on parlait de Gabriel Attal, mais je pense qu'il y a même... Ici, il y a un succès médiatique dans son installation. Les Français, qu'est-ce qu'ils vont retenir? Ils vont retenir, je crois, l'annonce par Bruno Le Maire d'une augmentation de quasiment 10% des prix de l'électricité. Et je pense que c'est aujourd'hui l'angle mort du projet d'Attal, on va voir s'il y répond dans sa déclaration de politique générale, c'est le pouvoir d'achat, c'est ça le sujet prioritaire des Français. Et quand Bruno Le Maire dit on augmente les prix d'électricité parce que la Russie envahit l'Ukraine, c'est pas vrai. C'est un peu court. Hein. C'est pas vrai. La vérité, c'est que on augmente le prix d'électricité parce que l'État veut récupérer des taxes qu'il avait un peu mise de côté avec le bouclier tarifaire. Voilà, le bouclier tarifaire. Et je trouve que c'est dommage que le gouvernement ne soit pas capable d'imaginer des économies, je sais que ce mot est un peu tabou aujourd'hui, pour dire, écoutez, voilà, nous allons faire des efforts sur tel ou tel sujet afin d'éviter le retour de ces taxes. Il paraît que Bruno Le Maire est le gardien de l'orthodoxie. Il ne m'a pas complètement convaincu sur ce coup-là. Voilà, donc Bruno Le Maire n'a pas convaincu Guillaume Roquette. Il vous a convaincu, vous Vous me lancez sur mon coup de griffe, n'est-ce pas? Guère non plus, c'est-à-dire que... Enfin, Bruno Le Maire n'y est peut-être pas pour tout, mais en tout cas, le fait de ne pas avoir reconduit Agnès Pannier-Runacher sur son ministère, le fait que, justement, aujourd'hui, ce qui relevait du champ, du périmètre d'Agnès Pannier-Runacher, aille à Bercy dans les mains de Bruno Le Maire, c'est un gage donné à Bruno Le Maire. Agnès Pannier-Runacher était ministre chargée de la transition
énergétique. Énergétique. Parce qu'il y a la transition écologique et la transition Exactement. énergétique. Avec... Transition énergétique et donc le portefeuille du nucléaire. Notamment, Exactement. Et le gros problème qui va se poser ici, c'est le nucléaire. Parce qu'on peut dire, oui, mais peut-être y aura-t-il un secrétariat d'État, peut-être y aura-t-il un ministre délégué, mais c'est pas pareil. Parce qu'à Bruxelles, lorsque vous devez négocier au Conseil, eh bien, quand vous avez un ministre qui pèse de plein exercices, c'est pas tout à fait la même chose. Alors il faut voir que ce qu'avait fait Agnès Pannier-Runacher, coalition au niveau européen, etc., pour défendre le nucléaire français contre nos meilleurs amis qui se trouvent évidemment à Berlin, eh bien, était fondamentalement nécessaire et important. Et aujourd'hui, pour des raisons probablement d'équilibre au sein du gouvernement, parce qu'il faut une équipe resserrée, ce qui relève purement de la communication et absolument pas de l'efficacité administrative, parce que sans doute fallait-il faire plaisir à Bruno Le Maire après avoir nommé Gabriel Attal à Matignon, eh bien on est en train de se tirer une balle dans le pied à nouveau sur le nucléaire au niveau européen. Or là, il en va de notre avenir énergétique, il en va de notre avenir industriel, il en va de l'avenir de notre pouvoir d'achat également, parce que si jamais on a une stabilité ou au contraire des prix qui s'envolent au niveau de l'énergie, ça dépend des politiques énergétiques à long terme et des politiques industrielles en matière énergétique, donc du nucléaire. Et donc là-dessus, on voit qu'on sacrifie à des petites guéguerres politiques picrocolines eh bien l'avenir du pays, et ça, c'est vraiment dommage, d'où le coup de griffe. Une réaction, oui, D'ailleurs, Agnès Pannier-Runacher, qui avait été nommée ministre de l'année il y a quelques semaines, parce que c'est quand même la seule ministre qui a réussi à faire passer 2 projets de loi pour le moins compliqués à l'Assemblée nationale. On va rappeler lesquels, peut-être. Et au Sénat. Il y avait un projet de loi justement sur le nucléaire qu'elle a réussi à faire voter par les communistes notamment et les LR, et un projet de loi, lui, sur l'implantation d'éoliennes qu'elle a réussi à faire voter par les socialistes avec une abstention écologiste, qui était quand même pour le moins habile, et j'ajoute même qu'au Sénat, ce projet de loi sur les éoliennes a été voté. Donc voilà, elle a quand même réussi à trouver un consensus. Dans une chambre où la majorité est à droite. Voilà. Donc c'est... Non, c'est vrai que c'est... Et alors, peut-être qu'elle va revenir à la faveur de la nomination de ministre délégué ou de secrétaire d'État. On peut avoir en effet ministre délégué, secrétaire d'État, ce qui, pour une ministre de l'année, est plutôt un désaveu quand même, parce que vous rétro-pédalez, enfin vous régressez dans la hiérarchie, dans la prééminence gouvernementale, et puis encore une fois, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que ensuite vous avez des rapports de force avec vos homologues. Oui. Quand vous êtes le secrétaire d'État à la transition énergétique face au ministre allemand de l'énergie, eh ben, ça pèse moins lourd. Et dans le sein du Conseil européen, eh bien, évidemment, ensuite, vous avez une capacité à représenter ou pas. Ce n'est pas n'importe quel ministre qui siège dans ces configurations particulières, qui sont en fait des configurations qui réunissent les ministres compétents des 27 États membres pour discuter des sujets qui les concernent au sein du Conseil. Donc là, quoi qu'il arrive, même si elle devait être reconduite à un poste inférieur, c'est quand même une grosse défaite que nous nous sommes nous-mêmes auto-infligés. Et d'ailleurs, Madame Coudray, hier, aurait dû poser la question à Bruno Le Maire sur le nucléaire, parce que c'est aussi nos errances, je dirais, sur le nucléaire qui expliquent le fait qu'on soit obligé d'augmenter les prix comme ça. Oui, parce que même si c'est François Hollande qui avait pris la décision, c'est bien Emmanuel Macron et son gouvernement qui ont fermé la centrale nucléaire de Fessenheim. Notamment. Votre coup de cœur. Mon coup de cœur, eh bien, écoutez, vous avez sans doute entendu Emmanuel Macron il y a quelques semaines qui nous annonçait qu'on allait faire de nouveaux vitraux à Notre-Dame. Ah oui. Donc le petit geste qui allait être le geste contemporain. Je suis très attaché au patrimoine, ça fait partie de mes petits combats, puis de mes cœur de manière régulière. Et là, il y a Didier Rickner, qui est le patron de la Tribune de l'Art, qui a lancé une pétition pour justement sauver les vitraux de Notre-Dame. D'ailleurs, une question de droit international. Je rappelle qu'on a quand même ratifié quelques traités qui nous empêchent de toucher un monument historique et de ne pas le reconstruire à l'identique dès le moment où on a les plans, où on sait le faire. Or, visiblement, on s'en fiche un peu, comme quoi respecter les traités, c'est un peu à géométrie variable. Et donc là, cette pétition a aujourd'hui retenu l'attention de 130 000 signataires. Il y a eu pas mal de journaux, d'ailleurs, je crois qu'il y a quelque chose qui a été fait dans le Figaro. Il y a des choses qui ont été faites également dans des journaux italiens, dans des journaux britanniques, etc., pour dire qu'en effet, il y avait aujourd'hui un vrai sujet. Cette pétition, peut-être aura-t-elle l'heure et l'intelligence de retenir un peu l'attention du locataire de l'Élysée, mais quoi qu'il en soit, il s'agit de notre patrimoine, il s'agit également de notre avenir, de ce qu'on transmettra demain. Donc je crois que c'est un combat qui mérite d'être mené, et je crois que là-dessus, il y a un vrai combat de Didier Rickner, de la Tribune de l'Art et de beaucoup de gens aujourd'hui pour sauver le patrimoine français qui méritent qu'on mette un petit coup de projecteur dessus. Alors, ces vitraux, ils sont signés, vous les avez vus, les nouveaux vitraux ?
Alors, j'ai pas vu les nouveaux vitraux. Vous ne savez pas à quoi il pourrait ressembler. Pas encore, il va... Je crois que personne ne sait parce qu'il y a une procédure qui a été lancée, mais que le choix définitif n'est pas fait. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a effectivement Emmanuel Macron qui veut à tout prix marquer de son empreinte la restauration de Notre-Dame. Bon, on a échappé à la flèche en ferraille, donc c'était peut-être le pire possible, mais enfin, il n'a pas complètement renoncé. Et il est soutenu en ça d'ailleurs par l'épiscopat parisien, parce que l'évêque de Paris, lui aussi, il veut à tout prix montrer qu'il est moderne, et donc il soutient le président. Contre, à mon avis, le bon sens et le respect du patrimoine. Eh oui. Alors, je vous invite à aller voir de ce point de vue les vitraux de Chagall dans la cathédrale de Reims, où là, il y a des nouveaux vitraux, mais alors là, ça a de la gueule quand même. Hein. C'est au fond de la cathédrale. Wally. Mes coups de cœur, mes coups de griffe. Oui. Alors on commence par le coup de griffe. Ok, 2 moments vécus à l'Assemblée nationale la semaine dernière pour la rentrée du Parlement. Le coup de griffe contre les députés de gauche, souvent très prompts à s'insurger du sexisme infligé à leurs collègues féminines. Et dans une scène assez lunaire, mercredi dernier, ont apostrophé très vulgairement et avec beaucoup d'insistance la ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, sur un simple débat questions-réponses sur les parents d'élèves. Ça ressemblait à du harcèlement scolaire. Ils lui ont hurlé dessus pendant à peu près un quart d'heure, sans aucune raison. J'ai trouvé ça très bas. Avancer le débat. Voilà. Ça, c'est le gros coup de griffe. Alors, le coup de cœur. Et le coup de cœur, un autre moment vécu à l'Assemblée nationale la semaine dernière, c'est la prise de parole de la députée MoDem Sandrine Josso pendant une question au gouvernement sur la soumission chimique. Vous savez, c'est la députée qui est sortie médiatiquement en fin d'année dernière parce qu'elle avait été droguée par un sénateur chez lui lorsqu'il fêtait sa réélection. Et donc, elle a fait une prise de parole à l'Assemblée nationale la semaine dernière, très digne et qui mérite d'être signalée parce qu'il y a eu un moment un peu de consensus républicain et d'émotion assez forte avec un calme qui ne ressemble pas à l'Assemblée nationale, qui était assez étonnant. Oui. Et donc, Sandrine Josso. Sandrine Josso, députée MoDem, et qui, en plus, ça peut souvent, les événements qui arrivent dans la vie privée des élus peuvent souvent leur servir à se faire une espèce de publicité personnelle. C'était pas le cas. Elle n'est pas dans ça, elle est plutôt voilà, elle dénonce la soumission chimique, donc voilà. Le sujet qui est quand même assez important, et essaye de rebondir politiquement en proposant des choses. Alors, la soumission chimique consiste à verser une drogue dans le verre d'un interlocuteur pour en abuser.